Est-ce que la France était au courant du coup d'État qui allait se passer au Gabon? Il y a une vidéo en ce moment qui circule sur Internet qui laisse le présager. Donc, c'est une chaîne de radio française où justement il y a un journaliste qui explique que les services secrets français ont informé le président Macron qu'il y avait donc justement un coup d'État qui était en cours. L'actualité ce matin, c'est aussi le Gabon qui a donc désormais un président de transition. Brice Clotaire Oligui Nguema, nommé hier par les putschistes. Ali Bongo, le président élu, est pour sa part en résidence surveillée. Dans une vidéo, il appelle au secours ses amis à l'international et parmi eux, il y a la France. Bonjour William Molinier. Bonjour Fanny. Spécialiste défense d'Europe 1, la France fait un peu la sourde oreille. Elle condamne le coup d'État, certes, mais elle n'intervient pas. C'est ça la nouvelle doctrine française en Afrique, William? Oui, c'est une réponse au discours anti-français qui traverse la société civile de la région. Désormais, la France entend jouer la carte de la discrétion pour revenir un jour influente et plus forte. Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement français ont eu vent en amont de ce putsch. L'alerte est remontée jusqu'au sommet de l'État à Paris, mais Emmanuel Macron n'a pas sourcillé. Il considère que c'est une crise politique interne au Gabon et que la France doit s'en tenir à l'écart. D'ailleurs, les consignes passées par Paris à l'ambassade à Libreville sont claires. Tout faire pour éviter que ce putsch de généraux ne se transforme en coup d'État anti-français. Donc, entre guillemets, on va dire qu'en langage plutôt connoté, c'est qu'il a laissé tomber la famille Bongo. Aujourd'hui, je veux qu'on parle en fait de cette partie-là où aujourd'hui beaucoup de personnes s'insurgent en fait de ce qu'on appelle du deux poids deux mesures ou du en même temps que pratique la France aujourd'hui, Emmanuel Macron et sa diplomatie africaine. Déjà en fait, les gens ne comprennent pas effectivement pourquoi est-ce qu'il y a des putschs faits par des militaires qui sont condamnés et d'autres putschs qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y aurait des bons coups d'État? Est-ce qu'il y aurait des mauvais coups d'État? C'est cette ambiguïté en fait de la politique française, surtout en Afrique, qui en fait horripille les Africains. Moi le premier, parce que ceux qui me suivent connaissent que moi je suis très pragmatique, je suis factuel, et c'est ce genre de politique en fait qui sont un peu, comment on appelle ça, qui permettent à faire ce qu'on ne comprenne pas exactement quelle est la réelle politique étrangère, surtout africaine, de la France. Parlons-en dans cette vidéo. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, je suis Franck Kenyé. Ici, on parle business, entrepreneuriat, investissement. Je partage avec toi des éléments pour que tu puisses toi aussi devenir un bon entrepreneur, un bon investisseur et pourquoi pas aussi dialoguer sur l'actualité africaine comme celle qu'on va faire aujourd'hui, la situation au Gabon. Mais avant cela, je t'invite à télécharger un cadeau pour toi que je t'offre, en fait 53 idées de business que tu peux lancer depuis chez toi. Dans le lien pour le télécharger en dessous de la vidéo, tu vas quelque part, tu le télécharges, il va arriver dans ta boîte email quelques secondes après. Tu pourras le lire et découvrir 53 idées que tu peux mettre en pratique maintenant pour toi aussi commencer à gagner de l'argent et gonfler ton compte en banque. Aujourd'hui, en fait, on va parler justement de cette politique du en même temps de la France en Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une vraie poussée contre la politique française sur le continent africain. Et comme j'ai dit en introduction, de ce qui se dit, c'est qu'effectivement, les services secrets français ont informé le président Macron du coup d'État qui était en cours au Gabon pour demander en fait s'il fallait que les militaires sur place, parce qu'il faut rappeler que la France en fait a plus de 400 militaires au Gabon, et se poser la question s'il fallait certainement que ces militaires s'interposent par rapport à ce qui se passait pour justement continuer à laisser le président Ali Bongo, qui avait gagné des élections de façon un peu frauduleuse, d'après ce qui se dit, en fonction. Et le président Macron a dû dire de ne rien faire et de laisser couler. Je veux dire qu'aujourd'hui, la France ne condamne pas, vu qu'effectivement l'ambassadeur est parti saluer l'homme fort du Gabon, mais au Niger, c'était complètement autre chose. Au Niger, il y a eu des sanctions. Au Niger, il y a une position de la France que moi je comprends. Moi, je comprends cette position-là, mais je ne comprends pas cette ambiguïté et cette différence de prise de position. Cependant, ça se comprend un peu aussi si on analyse sur le plan géostratégique, parce qu'il faut comprendre qu'entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, analysons rapidement. Les intérêts que la France a au Gabon. Vous savez en fait que le Gabon, c'est un grand pays producteur de pétrole. Et aujourd'hui, en fait, quand les producteurs de pétrole, il y a ceux qui exploitent du pétrole là-bas, c'est les compagnies françaises, que ce soit Total, Perenco, qui exploitent du pétrole. Et il y a beaucoup d'enjeux énergétiques par rapport à la France au Gabon. Donc déjà, il y a un côté intérêt qui est très fort, très présent au Gabon par rapport à la France.
Il y avait aussi le même au Niger, il y a aussi les intérêts français. Les Français ont aussi des intérêts au Niger avec l'uranium qu'ils exploitent pour l'énergie en France. Donc les deux pays, en fait, présentent des intérêts pour l'État français. Maintenant, pourquoi est-ce que d'un côté, c'est-à-dire au Niger, la France a complètement condamné, la France a complètement dit qu'elle est d'accord sur l'intervention militaire d'accompagner la CEDEAO de pouvoir intervenir pour remettre le président Bazoum en fonction? Pourquoi elle refuse que son ambassadeur Sylvain Ité quitte le Niger? Pourtant, les autorités aujourd'hui lui ont demandé de quitter le territoire. Pourquoi elle s'entête tant avec le Niger et elle aussi belliqueuse envers les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger? Et pourquoi d'un autre côté, avec le Gabon, c'est une autre histoire. Parce que c'est une affaire d'intérêt. Je veux dire aujourd'hui, qu'on n'essaie pas de dire que la France va nous aimer, la France va nous détester. Non, c'est une affaire d'intérêt. Et quand les intérêts sont en jeu, les États font ce qu'on appelle la real politique. On appelle ça la real politique, la politique réelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de bisounours. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, certainement, peut-être le coup d'État a échappé au service secret français et il n'était pas préparé, c'est-à-dire le président français n'a pas été informé à temps, il n'était pas préparé et ça l'a surpris. Et forcément, comme les intérêts français sont là-bas, ils sont menacés, il y a eu une position qui était différente. Au Gabon, ça a été une autre approche où il était informé et il a réagi différemment. Mais on doit se poser la question au-delà de ça, d'accord? Que ce soit la France, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, c'est même les pires encore. Les États-Unis espionnent tout le monde. Jusqu'à ils espionnent même Angela Merkel ici en Allemagne, qui était complètement furax. Ils espionnent peut-être même Emmanuel Macron. En fait, les États-Unis espionnent tout le monde. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la France, que ce soit l'Inde, que ce soit la Turquie, peu importe quel État c'est, que ce soit même la Russie. Tout le monde veut avoir de l'influence et ça passe en fait par avoir des personnes chez vous, que ce soit des militaires, que ce soit des mercenaires, que ce soit des diplomates, qui vont pouvoir reporter les informations aux États puissants pour pouvoir mieux vous manipuler. Peu importe, ça se passe comme ça. On voit au Cameroun, par exemple, il y a les Chinois qui ont offert des caméras dans les villes. Là, vous pensez que c'est parce qu'ils sont trop gentils? Certainement, les images qui se passent partout dans les villes au Cameroun, certainement, ils ont ça en Chine. Il y a le bâtiment de l'Union africaine que la Chine a offert. Vous pensez que c'est gratuit? Il se dit qu'il y a eu beaucoup de micros, que c'était truffé de micros là-bas. Hein? C'est-à-dire que tout ce qui se disait là-bas au sein de l'Union africaine remontait à Beijing. Et c'est-à-dire que tous les États veulent savoir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir influencer, pour pouvoir maintenir leurs intérêts. Mais la question qu'on va se poser, en fait, c'est que nous, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on fait dedans? Est-ce que nous aussi, on ne doit pas pouvoir développer une intelligence comme ça pour pouvoir aussi espionner les autres et peut-être, pourquoi pas, ce service d'infos qu'on va collecter pour faire de l'influence? Parce qu'on est complètement absent. On est complètement absent sur ce côté-là. Complètement absent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt dans un sens, ce n'est pas dans l'autre. Parce qu'on va beau dire aujourd'hui que les Français vont les chasser, hein, les Français vont partir, il faut qu'on rétablisse un lien avec je ne sais pas qui, machin. Mais parce que ceux qui vont venir là n'ont pas déjà des espions qui vont tout remonter chez eux. Les États-Unis ont une base au Niger, une base de la CIA qui a été détectée au Niger. Ils ont 1500 soldats là-bas. Et reste à savoir, partout, en fait, les ambassades des États-Unis, c'est des bunkers, personne ne peut y entrer. Ils espionnent tout le monde de partout parce qu'ils veulent défendre leurs intérêts. Donc, au Gabon, Emmanuel Macron et la France ont juste fait de la réelle politique. Ce qui a été fait au Niger les a surpris. Donc, aujourd'hui, c'est aussi une politique qu'ils font pour s'entêter parce qu'ils ont les intérêts à défendre. Et c'est ça. Donc, je veux dire qu'on arrête de penser que les gens vont nous aimer, les gens vont pouvoir venir parce qu'ils nous aiment. Non. Les États protègent leurs intérêts, point à la ligne. Et pour protéger leurs intérêts, ils mettent tout en place pour pouvoir avoir les moyens pour faire de l'influence. La question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'Africains, on peut réagir par rapport à ça? Parce que tout le monde espionne tout le monde. Je vous ai parlé d'Angela Merkel en Allemagne qui est espionnée par les Américains. C'est sûr qu'en France, même en ce moment qu'on parle, les États-Unis espionnent d'autres personnes ou la Chine espionne ici, on ne sait pas. Tout le monde s'espionne pour défendre ses intérêts. Mais qu'est-ce que nous on fait, nous? Qu'est-ce que nous on fait? Est-ce qu'on a une puissance, est-ce qu'on a des agences secrètes infiltrées aussi qui vont aller essayer de pouvoir espionner pour nous en sortir? Je ne sais pas. Mais comme je dis effectivement, moi, vous connaissez ma position. Ma position, en fait, c'est que notre indépendance, notre voie de sortie passera par l'autodétermination et passera par l'acquisition de technologies. Parce que tout ça, c'est parce que les gens ont la technologie. On n'a pas de satellite qu'on a lancé, par exemple. J'ai appris qu'il y a le Burkina Faso qui est en train de faire un programme pour lancer un satellite, mais on n'a pas de satellite qu'on a lancé. On n'a pas de technologie. Parce que pour pouvoir aussi écouter les gens, pour aussi pouvoir avoir des technologies pour pouvoir espionner les gens à distance, il faut de la technologie. Et on doit être capable de développer ça. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit dans la diaspora, que ce soit localement, il y a des cerveaux qui sont capables de pouvoir amener cette technologie aux pays africains. Et je pense qu'on doit avoir une vraie vision dans ce sens.
tous ces militaires qui prennent le pouvoir, moi j'ai suivi les interventions du général qui a pris le pouvoir au Gabon, il est très éloquent, il donne beaucoup d'espoir, mais on attend de voir. Parce qu'effectivement, tous ces dirigeants qui prennent le pouvoir de façon avec un putsch ou qui viennent d'arriver au pouvoir d'une façon un peu inattendue, ce qu'on attend d'eux, c'est cette jeunesse africaine. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse-là en fait? Comment est-ce qu'ils vont l'éduquer? Moi, je pense que c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu sécuritaire, bien sûr, dans certains pays est important, mais l'enjeu pour ces dirigeants qui arrivent au pouvoir maintenant, c'est cette jeunesse africaine qui est abondante, qui est sous-éduquée, qui est parfois manque parfois de compétences. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et comme je dis toujours, chacun a son rôle à jouer. Eux, ils ont leur rôle à jouer en tant que dirigeants, mais la diaspora aussi, et ceux qui ont les compétences de la diaspora, ont leur rôle à jouer. Tout le monde a un rôle à jouer si vraiment on veut que cette Afrique, qu'on aime tant, se lève en fait. Et tout le monde doit jouer son rôle pleinement. Mais ces militaires qui prennent le pouvoir doivent vraiment avoir une vision, d'être des visionnaires éclairés. Parce que je dis peu importe en fait que ce soit quelqu'un qui vient de façon avec la force et qui reste 25-30 ans. Moi, personnellement, ça ne m'embête pas plus que ça. Parce qu'on voit ce que Kagame fait au Rwanda. Kagame a duré au Rwanda. Vladimir Poutine a duré en Chine. Xi Jinping a duré en Russie, pardon. Xi Jinping a duré en Chine. Angela Merkel a duré en... Tous ces gens-là ne sont pas restés 5 ans. Ils sont restés plus de 10 ans, plus de 11 ans. Mais ce n'est pas la durée qui est importante. C'est ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient là qui est important. Donc, si on a un dirigeant, s'il y a des dirigeants en Afrique qui restent même 10, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans, mais que derrière, on voit effectivement sur le terrain l'impact positif de leurs actions, autant sur leurs concitoyens, sur leur pays, sur le continent, pour moi, il n'y a pas de problème personnellement. Parce que le fait de dire que non, c'est tel doit partir, il fait 5 ans de mandat, il part, 5 ans de mandat, il part, oui, peut-être. Il y a ce côté démocratique qu'il faut peut-être mettre en avant. Mais ne soyons pas dupes, en fait, ne soyons pas dupes. Souvent, il faut aussi revenir à la réalité et comprendre que ce qu'on veut, c'est des personnes qui sont éclairées, c'est des personnes qui sont des vrais leaders pour leur population. Comme j'ai dit Kagame, il est là depuis combien d'années? Mais qui parle de lui? On ne parle que de lui par rapport à son pays, comment il le développe. Après, bien entendu, il y a ce côté RDC, ça c'est un autre sujet. Mais par rapport à son pays, on ne parle qu'en bien. Pourtant, il est là depuis un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on commence à vraiment s'inquiéter. On commence vraiment à tirer sur quelqu'un quand il reste longtemps, très longtemps, mais qu'on ne voit pas les effets. C'est-à-dire que c'est plutôt du vol, de la corruption, situation délétère, c'est ça qu'on ne veut pas. Après, je sais qu'il y en a qui vont dire que oui, la démocratie, quand c'est 2 mandats, il part, 3 mandats, il part. Mais tout ça, c'est encore un concept importé de l'Occident. Si vous voulez, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ce que moi je pense. Je pense qu'il faut des leaders éclairés, qui ont une vraie vision pour leur État. Et maintenant, peu importe pour moi s'ils durent. Voilà. Ils peuvent durer, mais on veut qu'ils aient une vision, qu'ils aient le temps de la dérouler, qu'ils la portent et qu'ils soient soutenus par tout le monde. Je prends le cas du Cameroun. Avant qu'on ait le président actuel, il y avait un président qui était là, qui a duré très longtemps, Amadou Ahidjo. Mais on ne parle qu'en bien de ce qu'il a fait. Pourtant, il a duré longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas une affaire de durée, c'est une affaire d'action. C'est une affaire de réalisation. C'est une affaire de projet. C'est une affaire de vision. Ce n'est pas une affaire de durée, qu'on ne se trompe pas de sujet. Donc, aujourd'hui, en fait, le général de brigade, en fait, je crois que c'est Clotaire Oligui, qui a pris le pouvoir au Gabon. On ne sait pas quelles sont ses intentions par rapport à la durée. Aujourd'hui, ces interventions font comprendre une période de transition au cours de laquelle il va faire des élections. Et il va certainement, je ne sais pas, se présenter ou pas, on n'en sait rien aujourd'hui. Mais on va vers une transition d'une durée d'un certain nombre de mois. Mais c'est déjà une bonne chose parce qu'il y a eu une rupture claire avec les plus de 50 ans de gouvernance de la famille Bongo. Hein. Il y a une rupture certaine. Et même si il se dit qu'il est proche, il n'est pas proche, peu importe, mais il y a eu une rupture. C'est comme dans un club de foot. Souvent, on vire l'entraîneur principal pour mettre son adjoint qui vient faire mieux. Ils sont de la même équipe. L'entraîneur principal et l'adjoint étant la même équipe, mais on vire l'entraîneur principal pour mettre son adjoint qui vient faire différemment que l'entraîneur principal qu'on a chassé. Donc, ce n'est pas parce que ce général-là était peut-être dans le système qu'il va peut-être faire comme ceux qu'il a chassés. J'espère vivement, d'après ces discours, si les actions suivent la parole, c'est que je pense que l'avenir des Gabonais est vraiment intéressant. Il faut le suivre de très près. Parce que les paroles qu'il a données ce week-end, c'est des paroles qui sont très prometteuses. Et j'espère vraiment qu'ils seront suivis d'actes, d'actions pour le bonheur de nos frères gabonais. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette position ambiguë de la France. Moi, je vais donner mon avis. Votre avis est entendu en commentaire. Et pensez-vous effectivement que ce général de brigade qui a pris l'État, qui a pris le pouvoir au Gabon aujourd'hui, a les moyens, a vraiment la volonté, la réelle volonté de pouvoir mettre en pratique ce qu'il a dit. Moi, je pense, parce que bon, il faut accorder le bénéfice du doute.
Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, les Gabonais ou les non-Gabonais qui l'écoutez? Mettez-moi ça en commentaire. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.